conférence qui suit a été présentée par M. Yves Bègue, directeur général, Comité Nord-Blanc et CIPRE, Paris. Dans le cadre de l'activité d'échange et de formation en phytoprotection dans la production de pommes de terre, tenue le 13 novembre 2014 à Lévis. Les sujets suivants seront abordés dans cette vidéo. Alors les recherches sur les maladies à virus. Alors au niveau national, il y a un travail fait donc par 3 personnes, surtout c'est celui-là qui est celui qui a mis au point les détections qui est dans les publications pour Richard sur le YN, NTN et compagnie, donc les détections des variantes virus Y. Et là c'est une technicienne de fabrication de réactifs. Donc évidemment, tout ça pour but de quoi? De développer des outils performants, outils moléculaires évidemment maintenant, pour améliorer la détection du virus et d'être sûr du virus auquel on cause. Pourquoi c'est aussi un sujet qui fâche? Parce que l'épidémiologie du virus et des maladies pommes de terre, il y a la variabilité des virus, et il faut trouver les tests de détection qui fonctionnent, mais on a aussi un cycle viral dans la plante et qui vont provoquer des nécroses ou pas. Donc est-ce qu'on a du YN, du YO, du NTN? Alors on peut avoir du NTN et pas une nécrose tuberculaire. Ça n'a rien à voir avec le virus, c'est une question de sensibilité variétale. Donc voilà l'innovation variétale. Un grand obtenteur français a une super variété qui s'appelait Charlotte, qui est libre maintenant. Vous devez trouver du YNTN dedans. Mais pour trouver des nécroses tuberculaires, il faut regarder des millions de tubercules. Il a sorti une variété plus récente que je ne citerai pas puisqu'elle est monopolisée. S'il y a la même dose de NTN que dans Charlotte, c'est sûr que vous allez voir des NTN avec les nécroses comme vous avez montré tout à l'heure sur les photos, et qui au lavage vont faire rejeter l'eau. Un grand obtenteur connu en Europe, HZPC, qui est arrivé ici au Canada. Toutes ces dernières nouvelles inscriptions majeures en chair ferme sont des variétés globalement sensibles au NTN. Donc évidemment, quand il n'y avait pas d'Y, on dirait qu'il n'y avait pas de NTN. Bon, maintenant qu'on sait qu'on a de l'Y au Canada, un métier qui ne s'arrange pas, ça, hein, parce qu'au Canada, il y a 20 ans, il y avait déjà Chipody, et pour trouver de l'Y dans le Chipody, il faut aller chercher quand même. Bon, maintenant, celui qui pense qu'il n'y a pas d'Y dans le Chipody, c'est qu'il n'a pas fait de test, ou il ne les a pas regardés avec ses yeux, hein, quand elle pousse. Voilà, ça aussi, ça change. C'est entre mes voyages divers au Canada. Pourquoi il n'y en avait pas avant, pourquoi il y en a maintenant? J'en sais rien, moi. Tout ce que je sais, c'est qu'avant, il y en avait peu, à pas. Et maintenant, c'est pas la peine de chercher des Chipody à 15-20%, voire 30% dans le champ, si le gars les a replantés. 40, 50, même % de virose, ça se voit. Avec ses yeux, il n'y a pas besoin de faire le test. Alors pour rassurer Richard à l'IRDA, je vais dire aussi quand même, attention quand même que des fois dans certains champs, entre des viroses graves, nanissantes, ça peut être des cumuls de virus. C'est-à-dire c'est pas forcément un seul virus. Et c'est pour ça que c'est nanissant. Ça peut être par exemple X plus S, ça peut faire comme un Y grave, mais c'est X plus S. C'est pas du Y. Puis des fois, vous pouvez cumuler Y avec du X ou Y avec du S. Bon, là aussi, ça peut faire nanissant, mais il y a aussi de l'Y dedans. Mais tout ça, ça veut dire que pour faire des semences, c'est pas bon. Et quand il faut faire vos variétés de consommation comme ça, vous risquez là des pertes de rendement entre 10% quand ça va bien, minimum 50% quand ça va normal. Donc au lieu de faire 50-60 tonnes dans une Chipody, on fait 25-30 tonnes. Florenceville, que j'ai visité il y a 2 ans, les producteurs autour avaient été payés à un point moyen de 32 tonnes hectare. C'était sûrement pas que des plants certifiés. Et à 32 tonnes hectare, je vous rassure, comme j'ai déjà dit, à Florenceville, on fera un musée. Et l'usine McCain ira ailleurs, c'est-à-dire au Grand Ouest. Et puis quand ils auront fini du Grand Ouest, ce que j'ai prédit à certains politiques, ça peut être répété, mais il y a une dame qui n'est plus là, de haut gradé chez vous, là, même dans les labos, là. Ça peut être répété. Je pense qu'on continue comme ça au Canada, et on finira à importer des frites surgelées. Moi je trouve ça pas drôle, parce que même si c'est l'Europe qui va vous les livrer, ça n'a aucun sens, débrouillez-vous pour faire vos frites quand même, non? Mais si on ne fait pas la semence voulue, les variétés voulues, la qualité voulue, l'industriel ne va pas payer 30-35 tonnes pour faire ses frites surgelées, il veut 50-60 tonnes hectare, sinon ça n'est pas rentable, ni pour lui, ni pour le producteur. Donc évidemment, il arrêtera de faire des frites au Canada, ça n'a pas de sens. C'est un problème d'industriel, mais c'est avant tout un problème de producteur. Le PVS, est-ce que vous considérez ça une grosse problématique en France? Non, parce que c'est comme d'autres pathogènes.
Et je vais finir là-dessus, puis je vais sur le virus Ok, Y, et je vais vous dire après. Non, non, mais j'ai 2 diapos encore sur l'Y. Donc après les détections au niveau national, nous on fait donc des méthodes on essaie de trouver des méthodes de lutte alternatives. Alors des méthodes de lutte, ça commence pour l'Y évidemment avec l'application d'huile minérale. Alors l'huile minérale qu'on emploie, qui vient de CCL, n'est pas la même que la vôtre, mais je pense qu'il n'y a pas des différences majeures. Peut-être que la vôtre est un peu plus agressive, mais encore, c'est pas forcément vérifié systématiquement. Je rappelle que moi en 76, je traitais déjà l'huile à 21 litres d'huile hectare, et non pas 10. Et que maintenant on est à 10, 12, 15 dans des périodes à risque et non plus à 21. Et que quand j'entends un Québécois me dire qu'il va perdre du rendement, il va nécroser les patates, il va faire je sais pas quoi s'il met de l'huile sur ses plants, là, on met de l'huile dès que ça lève. 30, 40, 50% de levée, 6 à 8 litres. 3 jours après, 6 à 8 litres. Et une fois que tout est levé, 10 litres tous les semaines. On fait ça en France et ça marche depuis que j'ai été petit avant, que je suis un peu plus grand depuis 76. Non, c'est les années seulement que j'ai pris, il n'a pas poussé en taille. Et donc, si ça marchait chez nous, pourquoi ça ne marcherait pas au Québec? Il faut arrêter les bêtises. Et ce que j'entends sur les rendements, sur les nécroses, sur tout ce que vous voulez, ça s'appelle la Bretagne. Donc, j'aimerais que mes amis québécois ne soient pas bretons. Mais la plus agressive à quel niveau? Au niveau du feuillage? Je pense que non, je pense que c'était mieux en fonction de la dilution, c'est-à-dire en gros les 3% d'huile dans l'eau qu'on met. Donc évidemment, ça pose déjà un problème chez certains Québécois. Si, comme il y en a un peut-être dans la salle, je crois que j'avais vu son père qui m'a dit une fois qu'il traitait par avion. Évidemment, si on traite à 20 litres hectare, c'est compliqué. 20 litres hectare d'eau et de produits divers. Pour traiter à l'huile, il faut au minimum mettre 180-200 litres. Et à 3%, bon voilà. Parce que si je veux mettre 8-10 litres hectare, il faut au moins mettre 200 litres d'eau, quoi. C'est pas à la virgule près, mais c'est pas à 50 litres d'eau. Si je mets 50 litres d'eau hectare, évidemment, je concentre. Et si jamais j'ai un vrai coup de cagnard derrière, peut-être que là, ça va mordre un peu. Mais c'est pas de la faute de l'huile, c'est de la faute de la méthode qui n'est pas faite comme ça, elle n'est pas employée comme elle doit être employée. Il faut savoir ce que l'on veut. Traiter tard à l'huile, ça ne sert à rien. Rappelez-vous, il y a 3-4 ans, je suis venu avec, à la demande de Georges et de ses collaborateurs officiels, là, pour des discussions sur l'élagage, que j'étais arrivé dans un champ, qu'il y avait l'orage pas loin. Après de rentrer dans le champ, je reviens, je sors du champ, je dis, il y a 11% là-dedans, on n'est plus pas ça pour faire du plan. Voilà, point. Donc voilà, je ne sais plus qui était là, ou toi, enfin bref, c'est toi, ben toi, j'ai dit c'est Georges, c'était toi, mais bon, il faut rendre à César ce qui est à César. Je te donne ton crédit. Bon, on va monter ta note ce soir, alors c'est bon. Et donc, voilà, il faut comprendre que on ne peut pas faire des semences, vu l'évolution de l'Y, sans huile. C'est infaisable. L'insecticide, c'est mieux d'avoir un puceron mort qu'un puceron vivant, mais ça n'a jamais fonctionné directement sur le virus Y. Ça marche pour l'enroulement, ça ne marche pas pour l'Y, comme ça ne marche pas pour le S. Le S se transmet aussi avec les pucerons. Contact et puceron. Donc, évidemment, puceron mort, c'est mieux qu'un vivant, mais c'est insuffisant. Et si on fait l'huile, ça limite. Je n'ai pas de preuve sur le S, mais je pense que ça doit sûrement aussi avoir une action. Parce que sur le S, dans la mesure où on fait de l'huile et on limite les broyages de tiges, on a, et de passage dans les champs, surtout dans les zones souches, là, le contact, on limite évidemment le virus S. Le virus S comme le X ne vient que de la souche. Ça ne vient pas du ciel et du bon Dieu. Si on en a dans le champ, c'est qu'on l'avait dans le plan mère. Et si on l'a eu dans le plan mère, c'est qu'on avait un autre plan à côté qui l'avait, et que la prophylaxie des exploitations n'est pas respectée. C'est-à-dire, je m'explique, quand un producteur fait de la semence mère, l'année 2 par exemple, ah ben évidemment qu'il doit commencer quand il sort son pulvé par traiter l'année 2. Puis après il tourne dans l'année 3, puis après il tourne dans l'année 4, puis après il tourne dans l'année 5. Et puis s'il fait des consos parce qu'il est mixte, ben après il s'en va dans ses consos. Soit avec un autre pulvé ou celui-là, mais après le reste. Maintenant, s'il a pensé que la prophylaxie c'était une connerie, donc avec son pulvé, il roule dans les consos. Voilà, du X, du S, évidemment qu'il y en a. Puis d'un seul coup, après, il va traiter son champ de plan. Ben évidemment qu'il avait du X et du S sur ses roues, ben il l'a mis dans le champ de plan. Voilà, point. Ça s'appelle la prophylaxie des exploitations, même avec le pulvé. On doit aller du propre vers le sale. Et quand on a fini le sale, la prophylaxie commence par du nettoyage. Alors j'ai certains Québécois que je connais qui sont des fadas de nettoyage. J'en connais d'autres que je ne citerai pas, que ce n'est pas des fadas. Et je vous rassure, on a les mêmes en France. Il y en a, on ne sait même pas si le tracteur il va dans les champs. Il est toujours plus propre que ma voiture, même les carreaux. Puis il y en a d'autres, c'est vrai, quand je me demande quand est-ce qu'il y a eu un dernier nettoyage du tracteur, à mon avis, c'était il y a 2-3 ans. Hein.
Ça fait partie de la prophylaxie des exploitations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne va pas refaire le monde. Alors quand on travaille là-dessus, vous voyez un sigle là que vous connaissez bien évidemment, parce que c'est chez vous. Tout ce travail-là est fait depuis 5 ans en complémentarité entre des travaux qu'on fait en France, dans 2 universités, chez nous en interne, et ici à l'AAC, avec un ingénieur docteur Sébastien Bouquel qui travaille pour moi ici. Donc pour répondre à votre virus X et S, j'ai répondu. Prophylaxie des exploitations et travail du propre vers le sale. Et nettoyer le sale avant d'aller dans le propre. Si on ne veut pas respecter ça, rien que les passages de roues, par exemple au Canada, j'ai vu beaucoup ici au Québec, déjà comme nous certains, là, selon comment ils travaillent, on met des écarteurs de feuilles. Là. On a beau mettre des écarteurs de feuilles, on touche les feuilles. Les tiges sont touchées, on en casse plus ou moins. Si vous allez du propre vers le sale, c'est rien. Si vous allez du sale vers le propre, il faut nettoyer. Il faut repasser à la ferme, mettre un coup de karcher, et puis un coup de petit produit, là, nettoyer, là, ça ne vaut pas de mal. Si on ne fait rien, ben on a le résultat qu'on n'a fait rien. Donc ça va moins bien. C'est clair pour tout le monde? Il n'y a pas de solution miracle. Hein. Ça dépend beaucoup de vous. Sur les 420, il y en a-tu quelques-uns qui sont dans l'autre extrémité, qui font quelque chose? Ben, c'est une bonne question, ça, Gilles. J'ai évoqué ça avec Georges hier soir ou avant-hier soir pour expliquer les traitements huile. Dans la région Champagne, bon, il y a un truc bien connu avec des bulles, là. Bon, ça aide à survivre, je vous rassure. Mais on fait aussi des pommes de terre féculières, parce qu'il y a une usine qui d'ailleurs vient d'être reprise par une grosse compagnie betteravière qui s'appelle Tereos, qui est connue dans le monde, entre autres même dans le manioc au Brésil. Et Tereos donc vient de reprendre la féculerie. Donc j'ai des producteurs qui sont mixtes. Ils font les plants pour faire leur fécule à broyer. J'ai pas que des producteurs de plants pour HZ, Agrico, parce que je travaille pour tout le monde, moi. Mais hier, Solanov, Henrine, tout le monde travaille avec nous, IPM, tout le monde vient au Comité Nord. Mais j'ai aussi des producteurs pour eux-mêmes. Exemple là, pour une coopérative féculière. C'est une zone, pour ceux qui connaissent le Champagne, terre blanche, avec une humidité qui remonte de la craie, jusqu'à là ça va, même quand il fait sec. Cependant, le cagnard est tape. Hein. Il y a du soleil. Hein. Et donc, si on fait du piégeage puceron, grand sujet préventif aussi que des gens veulent toujours faire, moi je le fais toujours, mais c'est pour avoir les informations statistiques quand c'est fini. Pas avant, ça m'intéresse après, moi. Pour d'année en année, regarder ce qui se passe. Dans les bacs jaunes, quand on prend 10 pucerons sur la côte en 2 jours, le contrôleur il fait un malaise cardiaque. Parce qu'il a trouvé 10 pucerons. Un jour dans la Marne, le contrôleur il va regarder son bac comme ça, il fait « Ah oui, là il y a un problème ». Alors heureusement que c'est un entomologiste aussi, comme l'autre tout à l'heure qui est là, puis c'est un jeune ingénieur un peu malin. Alors il a fait des trucs informatique et liberté, que c'est des trucs à photo là, il m'a agrandi ses photos, on coupe les photos en je sais pas combien, et il m'annonce qu'il y a 9000 dans le bac. Ah ben je dis là 9000 ça va aller mal. Hein. Vous avez augmenté l'huile? Non. J'ai producteur augmenté? Non. Bon, je dis bien c'est foutu. 30% classe B est refusé. C'est-à-dire plus de 10% des Grecs. 2 ans plus tard, un jour il arrive, il dit il y a 3000. Le lendemain il revient, il fait il y a 6000. Je dis vous avez dit quoi? Ah non, mais ils sont tous à 15 litres. Hein. C'était le 3e zone de France, la meilleure, en virus Y. Ils ont tous fait 15 litres depuis le début, jusqu'à la fin. Alors évidemment, on peut me dire on est fou. Je sais que ça marche, moi. Donc tu comprends, quand on parle des zones et tout ça, non. Bon, maintenant, si je suis... alors je ne vais pas citer les amis que vous connaissez, surtout toi, à Périponca, parce que ce sont des cas à part. Mais on peut aller chez d'autres producteurs autour. Si moi j'ai dit 10 litres, je suis certain qu'ils font de l'huile. Mais déjà, ils ont démarré peut-être 15 jours après, puis ils font 6. Parce que Yves, il a dit 10. Ouais, mais le français, 10. Hein? On va mettre 6, puis ça va encore aller. Bon. Il y en a d'autres à Périponca, si j'ai dit 10, t'es sûr que c'est 10? Oui, c'est 10. Je ne vais pas aller sur la barrique, je sais qu'ils vont mettre 10. Mais il y en a d'autres qui vont mettre 6. 10 traitements comme ça, ou 8 traitements, on a gagné 40 litres. 2 dollars, je ne sais pas combien la bête, là. Allez, on a gagné 80 dollars. Ah bon? Sauf que l'année d'après, il faut aller épurer 3, 4, 5, 6%. Ou l'année d'après, le destinataire conso, il va avoir 5-10% dans son champ, alors que si on avait mis la dose voulue, on est entre 0 et 1. Et là, nos tests marchent très bien, évidemment. Tandis que quand on s'en va, n'est-ce pas, Richard, à des doses plus, on va me dire que le test n'est pas tout à fait fiable. Bah oui, il n'est pas fiable, évidemment. Si on s'en va à des dosages d'Y
hors jeu, le test PCR tubercule, par sondage, là, il vaut ce qu'il vaut, il a ses limites. Entre 0 et 1, 0 et 2, on est tranquille. C'est le choix du producteur. On ne va pas monter, nous, on est conseillé, on ne monte pas sur le pulvé pour mettre le produit dans la barrique. Hein. Chacun fait comme il veut. Moi, je sais que ça marche. Alors, comment il faut que je le répète aux Québécois? Je sais rien, moi. Je viens déjà au mois de juillet, je suis revenu là. Je ne vais pas revenir tous les 3 mois. C'est au producteur de se prendre par la main et de traiter. Point. Alors, on a demandé à CCL, qui est notre fournisseur d'huile, d'homologuer son huile au Canada, pour en plus qu'il y ait 2 fournisseurs d'huile ici. Et voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bon, maintenant, on travaille avec Sébastien à l'AAC pour trouver, évidemment, les interactions plante-insecte, insecte-plante, virus-plante, pourquoi celui-là transmet un peu, beaucoup, pour plus ou moins. Alors, on a trouvé déjà les modes d'action de l'huile, parce que l'huile, on sait que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Bon, maintenant, on ne sait pas encore tout à fait pourquoi, parce que quand on va savoir le pourquoi, on pourra faire comment, éventuellement trouver d'autres méthodes. Peut-être que pour l'instant, on ne sait pas bien le pourquoi. Et le pourquoi est assez compliqué, parce que c'est des particules virales qui s'accrochent plus ou moins par les acrostyles du stylet, etc., et qu'on fausse avec l'huile. Seulement, c'est quoi dans l'huile qui fausse l'accrochage? Donc des particules ADN, machin, du virus. Bon, avant qu'on trouve tout ça, on avance. Parce qu'à l'AAC, il y a beaucoup de gens compétents. Hein. Vous avez de la chance, je peux vous dire, d'avoir cette maison-là ici au Canada. Et parce qu'ils m'ont trouvé en 6 mois ce que mes gens de l'INRA n'avaient pas trouvé en 10 ans quand même. Hein. C'est pour ça que je suis encore ici. Hein. Ça, c'est du concret, ce que je vous dis, moi. Hein. 10 ans, j'ai demandé à l'INRA comment on fait pour trouver le virus Y dans le puceron. C'est pas possible, on ne sait pas faire ça. On ne peut pas trouver les particules. D'accord. Et comment? Eh bien, et comment? Et comment? Il y a une petite jeune de Yvan Pelletier, là, qui est maintenant à la retraite, qui, au bout de 6 mois, a dit, mais moi, j'ai trouvé. Elle travaille pour l'AAC avec Yvan, et maintenant Claudia derrière. Et donc, voilà. Donc, moi, un institut qui me trouve en 6 mois ce qu'un autre n'a pas trouvé en 10 ans, je travaille ici. Et en plus, vous savez que votre gouvernement canadien est très attaché à aider des programmes partenariat même avec l'étranger. Donc nous avons un soutien majeur du gouvernement canadien dans l'AAC pour qu'on travaille ici. Donc on a tout en magasin pour vous aider. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus. On travaille et on avance. Il y a des questions sur les virus? Oui. Les producteurs sont souvent préoccupés par leur sol. Ça va être quoi l'évolution minérale dans leur sol? Ben, l'évolution de l'huile minérale, c'est qu'une fois qu'on aura avancé avec Sébastien et nous, évidemment, mon idée, c'est de mettre une huile végétale. Parce que, pour l'écologie, l'huile minérale, c'est une huile de pétrole. Donc, un jour ou l'autre, on va encore bien avoir un verre qu'il va falloir qu'on s'explique, qui va nous emmerder, parce qu'on met une huile de pétrole dans les champs. Donc, évidemment, l'idéal, ce serait de trouver une ou des huiles mixées végétales qui auraient le même effet. Aujourd'hui, on en a qui ont des effets, mais pas autant que celle à pétrole. Et en plus, j'essaie d'avoir des huiles végétales, en tout cas pour l'instant en France, qui seraient des huiles qu'on peut produire nous-mêmes, chez nos paysans nous-mêmes. C'est-à-dire, si moi en France, on peut faire facilement du colza, bah, tant qu'à faire, si je peux faire un mix d'huile colza quelque chose, je vais essayer de faire du colza. Je ne vais pas commencer à dire que je vais faire une huile de soja, qu'en France, on n'a que du soja américain OGM. Voilà, c'est bien, la discussion est déjà terminée, là, hein. Donc autant qu'on essaie de faire aussi avec une production qui amènerait une valorisation agricole à nos producteurs, puisque je suis payé par des producteurs, moi. Donc si on peut faire une autre valorisation du colza ou je sais pas quoi, au lieu de faire une huile alimentaire ou une huile autre chose, faire une huile qui sert pour les virus. Donc évidemment l'idée c'est de faire des huiles végétales après les huiles de pétrole. Mais c'est chaque jour suffit sa peine. Mais avant d'être arrivé, il faut déjà faire ce qui est à faire. Le jour où on changera d'huile, ben, on changera de formulation. Je suis aussi dans une discussion, parce que je deviens modéré avec le temps. Parce qu'en vieillissant, on devient plus modéré. Au début, c'était, je voulais tout changer, végétal direct, tac. Là, je fais, bon, c'est un peu plus compliqué que prévu, on va déjà essayer de faire moite-moite. Ce serait déjà pas mal, on a diminué la moitié de pétrole. C'est déjà une explication qu'on peut donner au vert. On employait 100 de pétrole, j'en ai plus que 50. Bon, j'ai déjà fait un effort. Puis ça nous laisse le temps de travailler pour peut-être arriver à 25 et un jour à 0. Mais on est obligé de faire de l'huile si on veut limiter les virus dans les plantes. Et si on ne sait pas limiter les virus dans les plantes, votre productivité en consommation finale pour les gens ici dans la salle qui sont dans la filière industrie, comme vous vous dites, c'est-à-dire dans l'aval, là, ça ne va pas s'arranger. Leur rendement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et comme on va mettre de moins en moins d'azote, ça aussi c'est une obligation internationale,
Moins on met d'azote, plus ça va pas s'arranger pour les rendements s'il y a des virus. Parce qu'évidemment, un virus Y, quand la plante est un peu agressée, là, si on lui met 200-300 d'azote, elle est dans l'euphorie de l'azote. Hein. Quand on va dire, ah non, tu ne pousses plus à 300, tu dois pousser à 100. Dans la même variété, c'est infaisable. Puis s'il y a un peu de virus, c'est bien, premier rayon de soleil, elle est cuite. Et là, on va faire 20 tonnes hectares. Hein. Ce ne sera pas ni 30 ni 40, ce sera 20. Donc, voilà, on n'a pas le choix. Oui. Oui, mais si avec un OGM, on réussit à faire utiliser notre terre de pommes de terre, tout à l'heure, peut-être en azote, ça va bien. Mais non, parce que comme j'ai dit tout à l'heure avec l'OGM, vous aurez par exemple un OGM sur l'Y avec un séquençage de l'Y connu aujourd'hui entre du N, du O. Mais par exemple, selon les années, moi quand je fais mon sondage en PCR, comme dans le travail que fait notre ami ici à l'IRDA, il y a des années, je suis à 80% d'YN, il y a des années, je suis à 30%. Bon, ces dernières années, on est plutôt toujours à 70-80% qu'à 30%. Mais une année, ça tombe, on va repartir à 80% d'YO. Et d'imaginer que j'ai un OGM qui saurait me faire tous les variants de virus Y, je pense qu'on ne va jamais y arriver, parce que le jour où on va mettre au point un variant Y, ce sera un instant T sur un séquençage qu'on aura fait de virus. Mais ce séquençage a toujours ses limites. Et donc, évidemment, on ne va pas être résistant à tous les Y qui vont évoluer et varier. Et moi, je suis convaincu qu'on a déjà des nouveaux Y. En plus, on a un autre facteur, dans ce que vous avez dit sur le GMO, un truc vrai pour McKen, avec une variété que vous connaissez, recette Barban. Dans la biblio, des fois, on a l'étoile au talon. L'étoile au talon, pour McKen, bien souvent, c'est Y plus enroulement. Moi, j'ai prouvé à McKen en France qu'on avait Y et X ou Y et S, où on sait faire l'étoile au talon. On va régler ça aussi par l'OGM. C'est infaisable, c'est trop large si vous voulez. Il faut bien vous dire que l'OGM, ça va être des choses où on va être beaucoup plus restrictif sur le ciblage. Et là, je faisais référence à l'azote, à l'obligation internationale de restreindre l'utilisation d'azote. Oui, ben, l'azote, on aura des plantes peut-être à l'avenir qui pousseront avec moins d'azote, peut-être. Mais là aussi d'expliquer à j'allais dire nos amis, non, parce que c'est pas mes amis, les verts, là, parce qu'il y a des verts exagérés, toujours ils exagèrent. Alors nous, on a peut-être abusé dans le monde agricole il y a 20-30 ans, je pense qu'aujourd'hui on est bien plus raisonnable, on est surtout dans un domaine souvent très acceptable maintenant, et on n'a jamais été autant agressé, quoi. Si on écoute les verts, on ne traite plus de rien, on ne met plus d'azote, on ne met plus rien, sauf que là, on va crever de faim. Et je rappelle que je ne vais pas faire de mauvaise politique, mais on sait tous qu'on va avoir un certain nombre de milliards de personnes en plus sur la planète à nourrir, et que si on regarde les statistiques et la biblio, il paraît-il qu'on doit, dans les minimum 20 à 30 ans, produire 70% en plus de production agricole d'aujourd'hui, dans nos continents où on sait faire de la culture, dont fait partie le Québec, dont le Comité Nord fait partie, dont le Brésil, dont l'Argentine, on doit produire 70% de plus qu'aujourd'hui. Comment voulez-vous produire 70% de plus par le mépris? Il faudra faire des traitements et mettre de l'azote. Et on ne va pas régler tout ça par les GMO. Alors les GMO sur certaines cultures vont nous aider, puis après il faut l'acceptabilité des gens. Et là, l'acceptabilité GMO, là, je suis certain que ça ne va pas changer. Le petit noir qui crève la faim, si on explique tu bouffes pas, ou tu bouffes le GMO, sinon tu n'as rien, peut-être qu'il va le bouffer lui, hein, parce qu'il a autre chose, rien d'autre. Nous, le Québécois avec quelque argent, le Français avec quelque argent, lui expliquer, tiens, tu prends peut-être un risque à manger du GMO, il va manger du GMO. Réponse non. Il veut manger du bio, je sais pas quoi, lui. Alors comme je dis toujours, la meilleure façon de faire du bio, c'est de mettre des GMO dans la terre. Ça fait pas rire les gens des bio. Mais c'est pourtant vrai, parce qu'on n'a qu'à faire des GMO qui résistent à tout, puis comme ça on n'a plus besoin de traiter, on fait du bio. Non? C'est de la provocation, mais c'est un peu vrai. Alors, sujet majeur, oui. Dans les emplois d'huile, moi je me rends compte qu'au tout début, on met de l'huile à terre, sur le terrain. Oui. Pourquoi qu'on ne mettrait pas de l'huile avec huile dirigée pour 2-3 arrosages? Je trouve que c'est un gaspillage inutile de mettre de l'huile à terre. Ça se fait dans certaines cultures. Les gels dirigés, il y a assez de connaissances, les GPS, toutes la mécanique qu'on connaît. Pourquoi qu'on s'attarde à aller aussi loin dans ça? Je vais vous faire une réponse de Normand. Les Normands, chez nous, c'est les peut-être pas un oui, peut-être pas un non. Vous avez globalement raison sur le fond.
Évidemment que si on traitait en localisé, on mettrait moins de produits. Sauf que les appareils pour traiter en localisé, il y a beaucoup d'agriculteurs, s'il faut faire 3 traitements en localisé, qu'il faut passer tous les 12 mètres en localisé, alors qu'ils passent au 40 ou 36 ou au 42 avec leur avion que vous avez chez vous comme chez nous, là. Je parle pas d'avion en l'air, hein, les grandes ailes. Il va dire, tu crois pas que je vais m'emmerder à passer en localisé, pour 3 traitements, je passe au 42 mètres, et tu vas pas m'emmerder à faire du localisé à 10 mètres, 12 mètres, je vais faire... Bon, première remarque. Deuxième remarque, dans peut-être ben oui, peut-être ben que non, je vais vous annoncer 2 choses. Dans l'huile, on met le fongicide. Exemple du manco. Le manco est un excellent produit pour mettre même sur la terre pour limiter le mildiou. J'ai bien dit sur la terre, j'ai pas dit sur les feuilles. Si vous avez des amis et voisins paysans serristes, quand on fait des cultures en pot, en terrine et tout ce que vous voulez, l'idéal c'est de mettre du fongicide déjà sur la terre ou sur le terreau. Vous limitez le développement des champignons déjà en ayant mis le fongicide sur la terre. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça marche ça. Alors quand vous mettez tout ça, du coup on dit est-ce qu'il faut faire du localisé? Oui mais alors le fongicide, puis on n'en est plus sur la terre. Troisième volet. Alors ça c'est nouveau parce que ça rejoint celui-là. Il faut savoir qu'on travaille les antagonismes des bactéries que j'évoque derrière, la Laedikea, entre autres avec des Rhodococcus. 2 brevets du Comité Nord sur les antagonismes bactéries d'IKEA. Pour nourrir les bactéries, vous savez quoi on les nourrit? Avec de l'huile. Donc en mettant l'huile sur la terre, je nourris les bactéries du sol. Et si j'ai tendance à nourrir des bactéries utiles, ben, je suis bien content de mettre de l'huile sur la terre. C'est nouveau, ça vient de sortir depuis pas longtemps. Ça. On ne le savait pas avant. Donc on a cherché des tas de molécules pour maintenir en vie nos bactéries quand ils ne trouvent pas l'organisme en face pour lutter. Il suffisait de mettre de l'huile, quand ils ont de l'huile à manger, ils sont tranquilles. Alors vous voyez, du coup après, est-ce qu'il faut s'enquiquiner à faire du localisé? Je fais... Alors si vous me disiez, vous savez, monsieur Beck, moi je fais 7 hectares, 5 hectares, 3 hectares, 2 hectares, je dirais, monsieur, faites du localisé. Donc je ne vous connais pas, mais je connais Patricia, je vais revenir à Patricia. On va quand même pas s'emmerder à faire du localisé dans sa ferme là-bas. Ça n'a pas de sens, quoi. Chez les Bolduc non plus, hein, je vous rassure. Et donc, évidemment, voilà. Voilà, c'est ce que je vous dis. C'est là le bout qui était pas une aberration pareille. En 2014, on se dit, pas contre, on va le mettre à plein de champs. Si je trouve quand même une huile de pétrole pareille, tu sais. On est capable de faire mieux de ce qu'on fait là. Mais je suis d'accord avec vous, Bergeron, doctorat compositeur. J'ai une réponse assez raide un peu. Mais jamais je créerais, on peut faire mieux qu'on fait là. De l'huile, ça nourrit les bactéries ou les antagonistes. Oui. On va voir tant qu'elle se rapproche de la nappe phréatique en bas. Non, mais ça ne va pas à la nappe phréatique, ça. L'huile? Non. Non, puis attendez, les huiles, par exemple, c'est encore une différence. Alors, je ne vais pas tout vous dire parce que ça peut encore être un sujet qui va fâcher. Mais je vais vous en dire suffisamment quand même. Il faut savoir que les huiles vendues par CCL, qu'on essaye, nous, qu'on utilise en France, sont des huiles dites codex, c'est-à-dire c'est les huiles qui servent en biscuiterie. Ok? C'est-à-dire qu'en clair, on peut la boire. L'huile supérieure n'est pas à boire. Je ne dis pas plus. Il y a pas de quoi CCL dans le bateau, ça? Vous pouvez l'offrir, pas Je prends l'avion aussi. Non, mais c'est pas vous dire, si vous voulez, il y a l'huile et huile, il y a plus ou moins pure. Donc déjà, par exemple, nous, celle qu'on emploie, je sais qu'elle va dans les biscuiteries. Donc quand vous mangez des biscuits divers, Belin, machin et les autres en France, là, qui sont passés dans les fours à biscuits, l'huile qui va dans les... Il y a de l'huile, évidemment, sur les fours à biscuiterie. Hein. C'est ce qu'on appelle dans les codifications européennes les huiles codex, c'est-à-dire des huiles blanches codex, avec donc une catégorie d'huiles qui sont... Je ne vais pas dire d'en boire tous les jours hein, pour le petit-déj, déjà que je ne bois pas d'huile de foie de morue, je ne vais pas boire celle-là. Mais si vous voulez, ça ne va pas vous intoxiquer, donc ça ne fait rien de négatif sur la planète jusqu'à l'eau. Par contre, c'est évident que divers supports, même dans les huiles, je vais encore vous dire autre chose. Ces huiles, par exemple, servent pour mettre aussi éventuellement un peu moins de matière active dans d'autres traitements, même de contact pour les plantes. Les huiles peuvent être aussi des éléments tensioactifs pour mettre d'autres produits à moindre dose, également pour les plantes, en produits chimiques. Pourquoi les gens parlent toujours d'adjuvants? C'est aussi au Canada, ça, maintenant, les adjuvants, comme partout. Et en mettant certains adjuvants, diminue la matière active des produits chimiques qu'on met sur les plantes. Et les adjuvants, c'est quoi? C'est de l'huile, hein? Alors, c'est des formes d'huile, mais en général, d'ailleurs, bien plus agressives que de l'huile. Moi, je peux vous dire que j'ai certains producteurs, ils mettent jamais d'adjuvants.
mais ils utilisent l'huile à patate à petite dose dans leurs produits chimiques qu'ils traitent. Et c'est l'huile à patate qui fait l'effet d'adjuvant. Et elle est bien moins toxique que les adjuvants. Vous vous trompez de barrique, vous mettez l'adjuvant dans le produit, là, vous mettez l'huile à patate, là, vous allez voir vos feuilles de patate tordues. C'est bien plus agressif. Et l'huile végétale qu'on trouvera demain, parce que c'est déjà bien avancé, je pense qu'on devrait avoir encore une efficacité qui va être encore plus soft, si vous voulez. Mais bon, le problème de ces huiles végétales aujourd'hui, la différence c'est quoi? C'est quand je suis dans des seuils majeurs d'agression virale, je n'ai pas tout à fait le même coefficient d'efficacité de l'huile de pétrole. Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas, ça marche moins. Et donc il faut trouver le pourquoi ça marche moins. Et là, Sébastien et d'autres, ils ont leur rôle à jouer, parce que si ça marche moins, ça veut dire que j'ai mon problème d'acrostyle, là. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, là, entre l'insecte et le virus. Et pourquoi ça marche moins, j'en sais rien. Tout ce que je sais, ben, c'est comme le reste. Je sais pas, moi, quand je sais pas, ben, je prends un docteur. Ou je prends un thésard. Je rappelle, pour mémoire, vous verrez plus loin, on est quand même 23 chercheurs. Mais en gros, l'huile qui est utilisée dans les champs de pommes de terre françaises, c'est pas la même huile qui est des pommes de terre du Québec, qui est maritime. C'est pas exactement la même formule. Non. Non, mais elle marche quand même, les deux. Oh, absolument. Absolument, mais l'effet moins positif ou négatif de l'huile 70% supérieure, peut-être qu'il est plus tough un peu. La supérieure, si vous voulez, la seule chose que je ne sais pas maîtriser dans la supérieure, c'est qu'il est vraisemblable qu'en purification, elle est un peu moins bonne. Donc en toxico, en clair, elle est un peu moins bien. Mais c'est pas pour ça qu'elle est toxique au point à tomber raide. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit non plus. Mais c'est moins purifié, moins nettoyé que l'huile qu'on utilise nous en France. C'est pour ça que je voulais qu'on ait les deux ici. Avoir les deux ici, à la méthode Yves Beck, c'est très simple, c'est pour obliger celui qui vend la supérieure à s'améliorer. C'est simple, moi. Il y avait eu un projet, là, 2000 ans, ça n'avait pas pu... Ben, le problème, c'est que tu sais, c'est comme tout, quand on veut changer quelque chose, qu'on soit en particulier pour le Québec par rapport au Canada, des fois on a un peu quelques frontières. On ne sait plus bien entre le fédéral et le reste, là, alors je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment aidé tout le temps. Des fois, on ne nous facilite pas que notre vie quand on a des idées. Donc du coup, tu as quelqu'un d'un seul coup d'un bureau qui peut mettre des entraves en disant on ne peut pas faire ça. Bon. Mais c'est comme ça, c'est la vie, je ne veux pas inventer le monde tous les soirs. Le CRAAC remercie la stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture. Pour plus d'informations à propos de la pomme de terre, cliquez le lien à l'écran pour accéder au catalogue des publications du CRAAC. Également, cliquez le lien à l'écran pour visiter le calendrier des événements du CRAAC afin de rester à l'affût de la tenue des prochaines activités et pour vous inscrire à celles-ci.